Charles Quint chausse ses lunettes et prend la parole en français. C'est sa langue. Charles Quint. Mon fils, je vous donne tous mes pays de par de ça, comme je les possède, avec tous les avantages, profits et émoluments qui en dépendent. Le 16 janvier, Charles Quint fait dresser par un notaire espagnol appelé pour cela 3 actes de renonciation. L'un rédigé en castillan pour les royaumes de Castille, de Léon, de Grenade et de Navarre. L'autre en latin pour les royaumes d'Aragon, de Valence, de Sardaigne, de Majorque, pour la principauté de Catalogne, pour les comtés de Barcelone, de Roussillon, de Cerdagne. Le troisième, lui aussi en latin, pour le royaume de Sicile. De la renonciation présidentielle qu'on vient de connaître, on a parlé parfois comme d'une abdication. Mais comparaison n'est pas concordance exacte. Un président prend à témoin ses électeurs, reconnaissant qu'il ne peut plus les fédérer. Charles Quint, lui, prend à témoin ses aïeux. Curieusement, alors qu'il n'avait connu dans son enfance ni son père ni sa mère, il avait hérité de 4 maisons princières à la fois. Chacune de ces maisons pesait son poids de sang. Pourtant, il aurait rêvé de ne pas ajouter du mal au mal et de suspendre le temps. Il avait été le premier personnage de l'Europe pendant plus d'un quart de siècle, mais il en contrôlait mal l'espace. Il fut condamné à voyager perpétuellement, l'oreille aux aguets, dans l'inquiétude du danger, qui pouvait sourdre de partout. Au total, il vécut 28 ans aux Pays-Bas, 18 en Espagne, dont celles qui suivirent l'abdication. Il se rendit 7 fois en Italie, 4 en France, 2 en Angleterre, 2 en Afrique. Il n'y eut que l'Amérique qui ne reçut pas sa visite, mais les conquistadors travaillaient à ses intérêts en même temps qu'aux leurs. Et là encore, au prix de quelles horreurs. La résignation du pouvoir ne lui apporta pas la paix pour laquelle il n'était point fait. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie de Denis Crouzet, bonjour. Bonjour. Éminent connaisseur des imaginaires du XVIe siècle, chez Odile Jacob, vous publiez Charles Quint, empereur d'une fin des temps. On reviendra sur ce thème de la fin des temps dans un instant. Pas une biographie supplémentaire. Il y en avait déjà d'excellentes. Non, c'est plutôt une sorte de plongée dans un moment précis de la vie de l'empereur pour essayer de comprendre ce qui subjectivement pouvait animer ce personnage qu'on représente comme pusillanime, mais qui était vraiment agité par des angoisses, par des volontés que l'on peut étudier de façon Donc vous ne regardez précise. pas nécessairement ce qui est au-dessus du niveau de flottaison, mais vous jetez, pour un moment particulier, dont on parlera à la fin de l'émission, comme une sonde vers les profondeurs invisibles. Et donc ces profondeurs peuvent aller jusqu'à partir d'indices, jusqu'à son inconscient, jusqu'à ces troubles qu'il vivait face aux événements. Et vous êtes un historien freudien, il y en a plus tant que ça, Denis Crouzet. Alors, il hérite de terres disparates, en même temps, il est toujours dans l'idée de l'unité, hérité de la chrétienté médiévale. Il hérite aussi, la voix du sang pesant son poids de sang, des violences que chacune des dynasties dont il est l'héritier ont pu perpétrer. Très jeune, il a 16 ans, il a eu écho d'un texte d'Érasme, le grand humaniste, l'institution du prince chrétien, qui disait ceci, lecture par Blandine Molinier. Que le prince vraiment chrétien réfléchisse à la différence qu'il y a entre l'homme, être né pour la paix et l'amour, et les bêtes sauvages, nées pour la rapine et la guerre. Ensuite, quelle différence il y a entre l'homme et l'homme chrétien. Après cela, qu'il examine combien désirable, combien anoblissante, combien salutaire est la paix, et par contraste, combien néfaste et dégradante est la guerre. Quel troupeau de malheurs elle traîne après elle, même si elle est tout à fait juste. À supposer qu'on ait le droit jamais d'appeler une guerre juste. La projection de cette idée du prince parfait sur le jeune adolescent, Charles Quint, est impressionnante pour lui. Oui, en 1516, Érasme dédie ce texte au jeune Charles, et il met la barre très très haut pour le pouvoir de celui qui va
sous peu exercer la monarchie universelle. Le prince doit se contrôler lui-même, se défaire de toutes ses passions, se donner totalement au bien public, et la meilleure manière de se donner au bien public, c'est d'éviter que le peuple soit dévasté par des guerres, par des prédations, par des soldats qui pillent tout. Et l'ennemi du bon gouvernement, c'est la guerre. Il n'y a de pouvoir que dans la paix, même s'il faut se défendre contre des adversaires extérieurs, mieux vaut négocier, mieux vaut arrêter la machine de guerre, parce que qui endure le mal, c'est le peuple que le souverain doit mener vers son salut et qui se trouve dévasté, déchiré par ces bandes pillardes qui se répandent partout. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, ça c'était l'image que nous avions dans nos manuels d'enfance. L'Espagne, à ses débuts, le préoccupe, mais c'est pas l'Espagne qui va lui causer le plus de soucis. L'Espagne, c'est les réserves d'ailleurs, en hommes, en argent, en or. Surtout parce que les troupes d'élite qui vont se former sont essentiellement castillanes et sont des troupes les plus professionnalisées que l'on peut avoir au début du XVIe siècle. Et puis aussi parce que à partir des années 20 arrive ce que l'on appelle le métal d'Amérique, d'abord l'or, puis beaucoup plus massivement l'argent, qui va permettre de financer cette aventure de défense de l'intégrité de cet empire par la guerre. Alors l'Espagne est un peu divisée, Castille, Aragon, l'Aragon a des dépendances en Italie, mais c'est rien à côté de la complexité de l'Allemagne dont il se retrouve empereur du Saint-Empire romain germanique. Ça c'est un titre prestigieux, mais il n'a pas beaucoup de moyens en Allemagne. Le Saint-Empire est un espace composite, formé d'États princiers, de villes libres, mais aussi débordant théoriquement hors des territoires allemands, descendant vers tout le nord de l'Italie. Donc, un monde qui, en plus, revendique des libertés face à cet empereur qui doit signer une capitulation lorsqu'il est élu. Et dans cette capitulation, le mot important, c'est ne pas violer cette Deutsche Libertat, comme on dit. Et il doit consulter pour obtenir des subsides, la diète. La diète. Et voilà que l'Allemagne, qui était encore unifiée par le catholicisme, commence à voir se dessiner une faille avec le début du mouvement luthérien dont on commémore le demi-millénaire. En 1521, inquiet, lors d'une diète à Worms, Charles Quint convoque Luther. Alors, bon, vous allez tolérer peut-être la liberté qu'a prise avec l'histoire Alexandre Astruc, le scénariste du film de Jean Delannoy sur Frère Martin, mais il a des intuitions dans les propos qu'il fait tenir à l'un et à l'autre, Astruc. Je n'ai aucune sympathie pour toi. À quoi ai-je obéi en te laissant la vie? Personne ne me le dira. Même toi. Je suis au seul service de Dieu et de sa parole. Moi, je ne peux obéir qu'à moi-même. Tu es excommunié, mais libre d'aller où tu veux. Tu es un moine rebelle, mais vivant. Je viens d'avoir envie de te donner cela. Un sauf-conduit de 20 jours, pour que tu aies le temps de trouver une cache. Après, je ne réponds plus de rien. Prends. Tu as peur? Ne me remercie pas. Dieu m'a chargé d'assurer l'ordre. Toi de défendre la liberté. Lequel l'emportera de nous deux? Ni l'un ni l'autre, sans doute. Le jeu est encore ouvert en 1521. Le comédien Bernard Linco incarne bien la jeunesse de l'empereur, qui se retrouve dans un rôle où vous dites ça constamment, Denis Crouzet, dans votre livre sur Charles Quint. Il n'est pas à l'aise. Charles Quint n'a pas la volonté d'être au cœur de conflits. Il n'aime pas le conflit, et là, il se trouve obligé, durant 2 jours, 17 et 18 avril 1521, devant la diète, d'écouter Luther se défendre des accusations d'hérésie, et de constater que Luther ne veut pas capituler, qu'il prononce ces mots que je résume:
il est captif de la parole de Dieu. Tout ce qu'il a avancé depuis 1517 le tient prisonnier. Il ne peut pas renoncer parce que s'il renonce, il renonce à Dieu et il se perd à son propre salut. Donc, on demande à Luther de se rétracter des grands textes qu'il a écrits depuis surtout le début des années 20. Il refuse, on lui donne 24 heures pour réfléchir et se rétracter, et le 18 avril, pas de rétractation possible, et la nécessité de laisser partir Luther, puisqu'un sauf-conduit lui avait été donné. Il va s'évaporer assez rapidement, d'ailleurs, après son départ de Worms. Luther, ce sont deux personnes également tourmentées. Luther, il est très préoccupé depuis le temps où il est jeune moine par son salut, et Charles Quint, il est lui aussi dans une fonction vertigineuse et dans une inquiétude, dans une attente terrible. Alors Luther, inquiet, angoissé parce que le diable, il le voit autour de lui, il le sait autour de lui, il a peur de ce que ce diable l'éloigne de ce Dieu qu'il semble avoir trouvé. Et toute sa construction théologique vise à mettre des barrière face au diable à travers le salut par la grâce seule. Dieu donne sa miséricorde à celui qui croit en sa miséricorde, en quelque sorte. Et Charles Quint, c'est ce que j'ai essayé de montrer, n'est pas un personnage lisse. En profondeur de lui-même, il y a une profonde angoisse face au pouvoir. L'angoisse, c'est le pouvoir. Jusqu'où peut-il aller pour ne pas se corrompre en étant le prince qui peut juger, mal juger, qui peut faire la guerre et qui peut détruire le monde. Il faut que vous justifiiez votre titre maintenant, un empereur d'une fin des temps. Alors Luther, il attend la fin des temps, il voudrait bien l'accélérer. Et en quoi Charles Quint est-il un empereur d'une fin des temps, lui? Luther aimerait voir la fin des temps. Il pense que l'antéchrist s'agite et plus que jamais, donc on est à la fin des temps, tandis que Charles Quint, parce que son Dieu lui commande d'abord d'unir les hommes, de les empêcher de se diviser, puisque la division accélérera la fin des temps. Il voudrait suspendre le temps. Il veut suspendre le temps, et c'est un peu ce que montre le grand tableau du Titien Charles Quint, la bataille de Mühlberg, où le soleil vers lequel il se dirige s'est arrêté et lui permet de continuer à poursuivre les ennemis. Ça, c'est la vision du Titien, dont on reparlera. Il est représenté en armure, mais en fait, il a la goutte, et la goutte, il l'a à son large mur, mais cette fonction vertigineuse doit être exercée par un corps terrestre douloureux dès la jeunesse. J'ai pu retrouver, juste avant la mort de son grand-père Maximilien, qui va ouvrir pour lui à la candidature à l'Empire, un événement qui me semble très significatif. Il est à Saragosse en train de prier le 6 janvier 1519 dans une chapelle et tout d'un coup, au grand effroi de tous les témoins, il tombe raide, sans mouvement, en syncope. Une syncope qui va durer 2 ou 3 heures, sans souffle presque. L'ambassadeur de France pense que c'est gagné, qu'il n'y aura plus de candidature pour rivaliser avec celle de François Ier. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut l'avoir porté à ce moment précis où tout s'accélère pour lui, à se mettre en position d'une sorte de mort au monde, si ce n'est cette immense angoisse de se savoir bientôt confronté à une responsabilité dont il ne voulait certainement pas. Ce que vous décrivez, ce sont peut-être les symptômes de l'épilepsie, il y a aussi les symptômes de l'asthme, la poitrine chante, disait-on, il y aura la goutte, la malaria, sans doute. Et vous disiez, Denis Crouzet, les détails ont de l'importance. Les gens comme lui se présentent comme des murs, mais il peut y avoir, grimpant le long des murs, des petites araignées. Il a peur des araignées. C'est un ambassadeur vénitien, tout à fait intéressant, qui dit vers 1548 qu'il l'a vu terrorisé par la vision d'une araignée, se mettant à trembler un peu comme tétanisé devant cette petite araignée, et l'ambassadeur ajoute, mais c'est exactement dans cet été-là où il se met, quand il a une décision importante à prendre, il tremble, à l'occasion d'une bataille. Tout d'un coup, à la surprise de tous les capitaines, il se met à trembler,
et il faut qu'il se reprenne. La peur donc d'aller au-delà de l'histoire, d'aller dans l'avenir de l'histoire. L'araignée, ça représente les ténèbres, et le péché peut faire son festin de l'empereur, le festin de l'araignée justement. Albert Roussel, l'orchestre de la Suisse romande est dirigé par Ernest Ansermet. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Que la bière Ommegang de Charles Quint est interdite aux moins de 35 ans. Mais l'âge n'est pas tout. 35 ans ou pas, si vous persistez à kiffer vos semblables, à trouver cool tout et n'importe quoi et à exprimer votre hilarité par MDR, vous n'êtes manifestement pas assez mûr pour apprécier le goût complexe de l'Ommegang. Charles Quint, le goût des connaisseurs. Une bière se déguste avec sagesse. Nous sommes en compagnie de Denis Crouzet. Oui, TF1 propose de mettre de la pub au milieu du journal télévisé. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de la pub avant, après et au milieu de la marche de l'histoire. Et puis c'est de la pub pour une bière que vous connaissez. Surtout que Charles Quint buvait beaucoup de bière au point que ses médecins devaient l'empêcher de la boire. Elle était trop fraîche, elle le rendait malade. Charles Quint, un empereur de la fin des temps, parce qu'il avait beaucoup d'autres affaires à régler. L'Italie, c'était une grande affaire. Héritier de la couronne d'Aragon, il avait la Sardaigne, la Sicile, Naples. L'Italie, c'était le pape, et puis l'Italie, c'était l'objet de la convoitise, parce qu'elle était riche, séduisante et divisée, du roi de France. On a parlé des pubs autour de Charles Quint. On peut entendre un extrait de la série Les Tudors. Nous sommes en 1521, il y a le roi d'Angleterre, Henri VIII et Charles Quint. Juste une précision avant qu'on entende ce moment d'entrevue. Dans quelle langue parlait Charles Quint ? Français, c'est sa langue de naissance. Il a appris l'espagnol qu'il n'a jamais très bien parlé. Quant à l'allemand, c'était un désastre en allemand. Bien que en 1520, on lui demande d'apprendre l'allemand aussi. Donc ça va pas là, le doublage en français de la série Tudor, parce que celui qui a un fort accent espagnol dans le duo avec le roi d'Angleterre, eh ben c'est pas de peau, Charles Quint. Comment vos préparatifs se passent-ils ? Nous recrutons des mercenaires allemands supplémentaires, mais tout se passe très bien. Je prendrai Milan au printemps prochain. Et ensuite ? Et ensuite, tous les deux, nous allons envahir la France et nous allons mettre fin aux aventures de ce monarque libertin qu'est le roi François. Cela fera de moi un homme comblé. Bon, alors on peut applaudir du point de vue de Charles Quint à sa victoire de Pavie. Le roi de France est défait, captif. L'espérance d'un empereur souverain sur une Europe unie grandit. Et il y a toujours cet effet de contraste dans la composition de votre livre sur Charles Quint, Denis Crouzet. Pavie 1525. 1527, le sac de Rome. Mais alors les troupes qui se recommandent de Charles Quint mettent au pillage la ville de Rome, la ville du pape. Tout cela vient du fait que l'Italie est pour Charles Quint, comme vous l'avez dit, le centre de tout. Parce que c'est par l'Italie du Nord que peuvent se déplacer, venant de la péninsule ibérique, les troupes
qui peuvent remonter vers le Saint-Empire ou être engagés contre les ambitions du roi de France. Alors, Pavie, immense victoire, 8000 morts dans l'armée française, le roi de France prisonnier, une surpuissance qui se met en place, le roi de France qui finalement signe le traité de Madrid, mais ce traité, il ne va pas le suivre, il va rompre. Et ensuite, ces conflits avec le pape allié du roi de France dans une ligue appelée la Ligue de Cognac, une armée impériale qui sort de Milan, dirigée et commandée par le transfuge français, le connétable de Bourbon, qui descend doucement vers Rome pour essayer, par sa pression, de contraindre le pape à changer son système d'alliance et surtout à payer un énorme dédommagement pour ses mauvaises actions. Et au petit matin, devant Rome, cette armée constituée en partie de mercenaires luthériens et de soldats espagnols et italiens, passant à l'assaut, le connétable étant tué tout de suite, une armée qui voit une ville lui résister au canon, mais aussi responsable de la mort de son chef, a le droit de mettre à sac et de piller pendant plusieurs semaines la capitale de la chrétienté. Vous présentez un certain nombre d'excuses que mettra en avant Charles Quint, troupe incontrôlée, etc. Mais enfin, pour cet empereur scrupuleux et qui se pensait l'héritier de la chrétienté, mettre à sac Rome. C'est tout le problème de Charles Quint. Il laisse une marge à ses capitaines, à ses chefs d'armée, peut-être pour ne pas directement avoir la responsabilité des violences, de ces guerres qui sont contraires à sa vocation d'empereur, mais une fois que les choses sont faites, il trouve des explications. Le pape était le maître, le souverain d'une cité corrompue, empêchant la réforme de l'Église. Enfin, je pense qu'il a dû avoir des attaques asthmatiques ou des problèmes de santé à la suite d'une affaire comme celle du sac de Rome. Sans doute, oui. Quand l'Italie lui laisse des loisirs, il peut revenir davantage en Allemagne. Et en Allemagne, la faille luthérienne est devenue une fracture ouverte. 1530, diète d'Augsbourg. Il incite en vain les princes protestants à rester dans l'église catholique. Ceux-ci refusent, constitue la Ligue de Smalkalde. Et pendant une quinzaine d'années, il tente de négocier, de multiplier les réunions de controverses. Il attend que le pape convoque un concile. Ce sera beaucoup trop tard, plus tard, le concile de Trente. Et puis, 1546, il décide de passer à l'attaque. Et ça, c'est le cœur de votre livre, l'empereur d'une fin des temps. Parce qu'on voit toujours le même contraste. Grande victoire, 1547, Mühlberg, et ensuite, grande catastrophe. Mühlberg, alors l'aigle impérial, c'est l'aigle à deux têtes. Il a un crucifix entre les deux têtes, avance à la tête des armées. Donc Mühlberg, c'est une succession d'escarmouches, mais qui conduit à la capture d'un des deux chefs de la Ligue de Smalkalde, Jean-Frédéric de Saxe, et ensuite à la reddition de Wittenberg, la capitale historique du luthéranisme, à la reddition aussi du deuxième grand chef, le landgrave de Hesse, et toutes les puissances du Saint-Empire luthérienne viennent à Canossa et font ralliement jusqu'à demander pardon dans de grandes cérémonies d'humiliation à l'empereur. Et il pense avoir trouvé le point d'équilibre là. Il pense avoir trouvé le point d'équilibre du fait de sa situation de force. En plus, il y a eu la paix avec le Turc qui lui donne les mains libres, avec le roi de France également. Donc, durant une réunion de diète qui se tient à Augsbourg, il impose ce que l'on appelle l'intérim d'Augsbourg, qui, à quelques concessions près sur lesquelles je passe, conduit à une recatolicisation du Saint-Empire. 700 ministres du culte luthérien doivent s'exiler. Et cette solution, avec des concessions à certains princes, fonctionne jusqu'en 1552, disons. Alors, je vais pas vous faire raconter l'humiliation qu'à son tour connaît Charles Quint, parce que le nouvel électeur de Saxe, ce qu'il croyait attaché à ses pas, le landgrave qu'il croyait avoir mis au pas, vont être les vainqueurs d'une autre bataille à Innsbruck, à la suite de laquelle l'empereur doit prendre la fuite piteusement. Et donc, les derniers temps de son règne, il voit qu'en Allemagne, du moins, son échec est patent, et ça peut expliquer, en grande partie, son abdication en 1555 et son retrait dans un monastère. Il retrouve l'Espagne qu'il avait abandonnée depuis 13 ans dans un monastère.
alors de tout un théâtre de Charles Quint. C'est un homme, en réalité, une sorte d'impresario de sa propre vie. Il rejoint ce monastère qui appartient à des hiéronymites, donc un monastère de Saint-Jérôme, d'origine typiquement castillane, et là, pendant 18 mois, il va s'installer dans une petite maison contiguë à l'église du monastère, avec une ouverture directe sur l'église, 8 pièces, et il va vivre entouré de quelques serviteurs. Et au mur, les toiles du Titien, en tout cas la gloire, la toile qui représentait le moment d'équilibre qu'il attendait. Vous permettrez à Jean Créache, auteur-réalisateur de télé, d'avoir imaginé une rencontre au monastère de Yuste entre le Titien et l'empereur qui, il veut toujours aller plus loin, plus ultra, c'est ça, sa devise. Imaginez même de devenir moine, à la stupéfaction du Titien. Renoncer à votre gloire, Majesté. Impossible. Votre exemple, Majesté. On ne dira pas aux enfants, l'empereur Charles s'est fait moine. On leur dira, il a trahi ses amis, son honneur. Vous avez écrasé ces princes protestants qui menaçaient la foi. Vous l'avez dit, je suis venu, j'ai vu. Dieu pour moi a vaincu. Victoire fragile. Votre devoir, la guerre. Est-ce une raison pour renoncer à votre devoir ? Ce n'est pas parce que vous êtes dans un monastère espagnol que vous pouvez vous débarrasser de votre ombre qui est celle d'un empereur, votre devoir. Il est à la fois complètement investi dans des prières, mortification, écoute de prédication, lecture pieuse, mais en même temps, il se fait tenir au courant par des courriers de tout ce qui se passe dans la chrétienté via son fils Philippe, et le monde est aussi présent. Ce qui me fait dire que peut-être cet homme qui avait eu peur du pouvoir, qu'il avait porté avec une difficulté existentielle constante, avec des spectres qui s'agitaient en lui et qui l'avertissaient qu'il pouvait faire le mal ou se séparer de la volonté divine, que cet homme peut-être s'est senti soulagé, même s'il était martyrisé par la maladie. Oui, mais vous le peignez aussi comme un automate. Le mot revient souvent dans votre livre, dont j'ai oublié de dire qu'il était publié chez Odile Jacob, un empereur d'une fin des temps. C'est un automate. Son exercice du pouvoir, il est obligé de le faire de façon automatique. Un automate peut-il redevenir un homme ? En tout cas, à Yuste, il a fait venir sa collection d'horloges et d'automates qu'il fait disposer sur sa table quand il mange, avec des oiseaux même qui peuvent volter devant lui en métal, comme si c'était l'occasion peut-être alors de se rappeler ce qu'il avait été, cet homme sans affect, qui parlait peu, qui était silencieux, qui composait sa figure pour donner une dignité à sa majesté impériale. Alors on peut recommander, en plus de votre livre, un autre plus ancien, un chef-d'œuvre de votre maître, Pierre Chaunu, avec Madame Escabila, qui consacre 100 pages à l'abdication de Charles Quint. Un très grand livre aussi. Merci à vous, Denis Crouzet. L'émission était préparée par Clara Garzon, avec à la technique Ronan Mahé et la réalisation Valérie Aestaraï.